que les historiens n'ont jamais pu éclaircir, mais qui, probablement, concernait la vie galante et ses tentacules au sein de la cour d'un empereur un peu dictatorial, se souciant, comme tous les dictateurs, de la moralité de mœurs. Mais on l'a dit avant Jésus-Christ, Ovide était sûr de lui, au point de décider, comme il le déclara par la suite, d'inventer un nouveau genre littéraire, une sorte de roman épistolaire en vers, c'est-à-dire un livre composé exclusivement de lettres, de simples épistoles. Mais la vraie nouveauté était représentée par les auteurs, par les expéditeurs, disons, de ces lettres, des femmes sorties de la monumentalité du mythe pour devenir corps et âme, mais surtout sorties du silence féminin pour devenir des mots. Quand, il y a longtemps, je lus les Héroïdes, c'est le titre communément attribué, mais le vrai titre devait être Epistule Heroidum, lettres de héroïne, je fus touché par de nombreux aspects. Tout en étant solidement ancré au maître élégiaque traditionnel, les Héroïdes étaient un exemple parfait d'écriture féminine. Je considère la différence entre les sexes comme une émergence biologique que l'on ne peut ni négliger ni dépasser définitivement, justement à cause de la force symbolique de la biologie, c'est-à-dire de la force symbolique de tout ce qui est matière. Or, il est indéniable que cette différence est fortement inscrite dans la parole, dans le langage, dans le parler commun. Pourtant, en ce qui me concerne, ce fut long et difficile de prendre acte de cette différence inscrite. Il y a quelques années, un fonctionnaire de l'édition qui s'occupait d'un de mes livres me dit un jour la phrase suivante, peut-être pour me rassurer de sa correction professionnelle. Pour moi, les auteurs sont tous pareils. J'étais littéralement secouée par un frisson, une vague sensation de mal de mer. J'étais certaine que cette phrase était totalement erronée. La phrase correcte, naturellement, aurait dû être: pour moi, chaque auteur est différent d'un autre. C'est cela, en effet, la littérature, le terrain de jeu des différences. Lorsque j'étais encore toute jeune, c'est sous cette forme que j'ai découvert la littérature et que j'en suis tombée amoureuse. Dans mes lectures précoces, fruit hasardeux de tout ce qui m'est tombé sous la main, je pouvais enfin être moi-même avec toutes mes différences, tout en étant déjà accablée dans ma jeunesse, dans mon enfance, par les requêtes aplatissantes du monde. Je pouvais, en 10 ans, en effet, être la jeune fille de la collection rose de ma grand-mère paternelle, ou le saint missionnaire des livres édifiants de ma grand-mère maternelle, ou bien un animal de la jungle, une pierre, une prairie, une petite sirène, 5 bagues de marin, une baleine, un arbre, parfois une petite fille occidentale telle la petite marchande d'allumettes, mais plus souvent un jeune peau rouge, couchiste par exemple, et parfois encore un policier dans un district de Los Angeles. Il ne s'agissait pas de s'identifier, je tiens à le préciser, mais de la possibilité pour moi d'exprimer toutes mes différences antérieures, la fluidité de mon identité. Les années passant, les différences qui me constituaient sont devenues plus complexes, des images de la solitude, de la douleur, de la révolte, mais tout autant concrètes et précises. Cependant, dans ma façon de lire, la différence sexuelle avait du mal à se préciser au milieu de tant de différences. Dans la réalité aussi, tout compte fait, être homme ou femme me semblait alors une mascarade.
éventuellement un cérémoniel ou une attitude due au conformisme. J'en reviens à Ovide. Le poète latin n'invente ni trame ni intrigue inconnue, mais il puise, selon l'usage de l'époque, dans le répertoire du mythe. Voilà un aspect merveilleux des auteurs classiques, entre autres. Pour eux, les passés et les présents sont une seule et unique chose. Il n'y a aucun conflit entre la tradition et l'innovation. Le fait de redire, de dire encore une fois, porte en lui toute l'invention nécessaire à la nouveauté. Mais Ovide, dans sa figure juvénile, voulait insérer dans ses héroïdes quelque chose d'inédit. Il lui fallait alors non seulement une différente mise au point du mythe, mais aussi une différente prise de parole. Et pour faire cela, il devait établir une position, ou mieux une posture, coïncidente avec la première personne au féminin, comme pour souligner qu'il n'est pas suffisant qu'une femme parle pour que ce soit vraiment une femme à parler. Je vais tout de suite vous préciser que la femme, dans l'œuvre d'Ovide, dans sa posture particulière, présente de caractéristiques semblables à celles de l'homme racinienne tel que Roland Barthes nous les indique. Le corps racinien, nous dit Barthes, est essentiellement angoisse, défection, désordre, tout comme le corps des héroïnes d'Ovide. Donc, c'est un corps qui parle, qui prend la place de la parole, ou pour ainsi dire, lui vole la vedette, au point que ces lettres, et ce sont les héroïnes elles-mêmes qui nous le disent, peuvent présenter des ratures, des taches provoquées par les larmes, celles-ci étant un instrument important de l'écriture en cours. Et là où le corps ne s'inscrit pas de lui-même dans la lettre, c'est la femme expéditeur qui l'y inscrit. Les cheveux sont ébouriffés, la poitrine est dénudée et frappée. Dans le cas de Didon, on pourrait même voir du sang couler sur la lettre, puisque celle qui écrit tient dans sa main l'épée avec laquelle elle va bientôt se suicider. Même les mouvements du corps sont désordonnés et incohérents. Le corps est agité par un vent intérieur qui en déplace les pas vers des forêts obscures où vivent des bêtes sauvages, ou encore il est habité par des tressaillements et des contorsions le long de nuits qui durent une éternité, parce que même la perception du temps est altérée et confuse. Chaque situation décrite par Ovide est différente, tout comme ces héroïnes qui écrivent le son. Chaque épistole, chaque lettre est un récit en lui-même, mais chacun pourrait s'intituler encore. Mais surtout, l'écriture se déploie à partir du même climat intérieur, avec le même registre stylistique et la même tonalité sonore, souvent aussi avec les mêmes mots. L'écriture de ces femmes, ce sont elles qui nous le disent, est involontaire et en même temps nécessaire. C'est amour, l'amour, mais aussi le désir, qui fait surgir le mot. Et il le fait surgir parce que l'écriture est la voix de l'absence. Une voix qui donne corps au fantôme, qui le met en scène, qui le remet en jeu. Mais c'est surtout une écriture qui prend la place de la voix. Ceci est dit explicitement à propos de Phèdre. Je lis en latin, ter tecum conata loqui, ter inutilis esit lingua, ter imprimo destitit ore sonus.
3 fois j'ai essayé de te parler, 3 fois ma langue inutile s'est bloquée, 3 fois ma voix s'est éteinte sur mes lèvres. Ceci correspond à renforce, entre parenthèses, aussi le vers de Racine, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. En d'autres termes, c'est une écriture qui n'est pas seulement en relation avec les corps, mais aussi avec les silences. Pour ce qui est de la nature de ces silences, il ne s'agit certainement pas d'un silence de méditation, c'est-à-dire d'un silence voulu, mais d'un silence qui naît de la violence, de la répression, d'un silence imposé. C'est le silence du mutisme féminin de l'Antiquité, où la femme est tacita, silencieuse par définition. Entre parenthèses encore, il faut aussi se rappeler qu'en latin, l'adverbe tacite veut autant dire silencieusement que secrètement. Ces femmes sont toutes relictes, toutes abandonnées ou séparées de force de leur bien-aimé. Voici leur posture, celle de l'abandon. Leur écriture s'arrache au silence. Elle naît des pleurs, des lamentations, de l'invective et de la réclamation. Elle naît aussi, pour employer encore une fois les mots très éloquents de Phèdre, d'un feu qui brûle à l'intérieur et d'une blessure. En latin, urimus intus, urimur eccecum pectora vulnus habet. Nous brûlons de l'intérieur, nous brûlons et nos poitrines portent une blessure obscure. C'est au moment où ma vie personnelle a été traversée par les aventures et les mésaventures de la sexualité que j'ai commencé à chercher aussi la trace de la différence sexuelle dans ce royaume de différences qu'était pour moi la littérature. Je vous parle d'une époque très différente de l'époque actuelle, même si non tellement lointaine, lorsque beaucoup de thématiques traitées dans ce forum ne se profilaient pas encore à l'horizon, ou du moins on ne les apercevait pas encore. Des questions féminines plus élémentaires étaient à l'ordre du jour, je dirais des questions de survie, comme il arrive encore aujourd'hui dans des pays non occidentaux. Dans la pratique militante, elle supposait, en tout premier lieu, une prise de parole qui était aussi une prise de pouvoir. J'avais cependant l'impression que dans la littérature, la différence homme-femme se jouait sur un autre terrain et que ce qui m'intéressait de cette différence était ce qui restait de l'héritage d'Héroïne d'Ovide. Cette voix qui naît du silence et qui porte l'écho du silence. Cette voix corps, c'est-à-dire cette voix qui représente le corps avec toute son imprévisibilité incorrecte. Ce feu est cette blessure qui la soutiennent. Voilà pourquoi je crois qu'au moment où j'ai commencé à écrire, mes références dans l'écriture ont été surtout les écrivaines mystiques, Angela et Adelwig, Thérèse et Thérèse, Catherine, Madeleine et tant d'autres, et à vrai dire, les auteurs mystiques hommes qui se sont féminisés bien avant le XXe siècle et la révolution sexuelle. Des femmes, ces mystiques, porteuses d'une écriture qui semble naître du naufrage de la parole autorisée et du récit qui en découle, d'une écriture de l'âme au corps, de mots du corps-âme, des pulsations, de vibrations, des arythmies qui deviennent vertes. Dans l'écriture des mystiques, il y a un mouvement perpétuel entre présence et absence, un aller-retour par lequel la présence peut se dissoudre, et je parle aussi de la présence sexuelle, un aller-retour par lequel la présence peut se dissoudre, mais plus souvent l'absence
devient présence dans un langage qui a quelque chose de silencieux ou, en d'autres termes, dans un langage qui arrive à retenir les silences de sorte que la parole semble avoir l'aura d'un cri ou d'une déflagration. Des paroles extraites de force d'un paysage en ruine, mais par des mains attentives et délicates. Des paroles apparitions qui dessinent une tension miraculeuse entre l'indicible et la voix humaine. Cette voix humaine qui souvent, pour dire vraiment, doit dire l'indicible. C'est probablement dans cette écriture, née loin des paroles institutionnelles, lointaine ou en opposition avec le pouvoir verbal de l'Église, dans un dehors à risque que j'ai le plus souvent vu inscrite dans la littérature la différence entre l'homme, écriture institutionnelle, et la femme, écriture marginale, hors canon et peut-être hors la loi. Pour m'exprimer en d'autres termes, et aussi pour mieux exprimer ma façon de voir la différence sexuelle dans mon domaine, c'est-à-dire dans la littérature et dans ma pratique d'écrivain, je recours encore une fois à une phrase que je cite souvent, une phrase que Marguerite Yourcenar a écrite dans les carnets de notes des mémoires d'Adrien pour expliquer qu'il aurait été impossible pour elle de choisir comme figure centrale un personnage féminin et de placer, par exemple, au centre du récit, non pas l'empereur Adrien, mais l'impératrice. La vie des femmes, disait Marguerite Yourcenar, est trop limitée ou trop secrète. Vous vous souvenez, l'adverbe tacite veut dire silencieusement ou secrètement, ainsi comme tacita, la femme, veut dire silencieuse ou secrète. On le retrouve plusieurs siècles après dans le mot de Marguerite Yourcenar. Elle dit la vie des femmes est trop limitée ou trop secrète pour en écrire. Or, pour moi, cela a fonctionné exactement à l'envers. Dans mon cas, c'est cette limite, ce secret, cette lacune, cette incapacité qui attire mon attention d'abord des lectrices, puis d'écrivaines, de femmes écrivaines, vers la différence sexuelle ou vers la différence sexuelle féminine. Tout comme j'arrive à me reconnaître, je dois ajouter, dans une autre tradition littéraire qui ne touche pas les écritures publiques, c'est-à-dire le droit, l'historiographie, les mémoires des hommes illustres, les traités de rhétorique ou de théologie, mais les écritures privées, les lettres, les journaux intimes, les autobiographies et même les romans sentimentaux, très pratiqués par les femmes en tant que forme d'écriture d'intérieur plus que d'extérieur, où est très forte la trace d'un silence et d'un corps qui deviennent voix pour ne pas tomber dans le mutisme et dans l'abandon. Tous ces aspects me semblent aujourd'hui engloutis, même sur le plan littéraire, par la vague dure d'un flou, ou peut-être encore plus d'une mascarade, avec l'impression que de nombreuses jeunes et moins jeunes femmes écrivains revêtent leurs différences sexuelles ou l'exhibent même avec tous les oripeaux et les breloques nécessaires, mais qu'elles n'en sont pas vraiment habitées, qu'elles en méconnaissent ou en refusent les fantasmes. D'autant plus que, comme je le disais au début de ce discours, la littérature est le royaume des différences et elle l'est aussi en matière de différences sexuelles, de sorte que la différence sexuelle qui s'exprime sur la page écrite s'exprime différemment pour chaque individu. Ainsi, les masculins et les féminins ont la possibilité, pas toujours saisie, de jouer des rôles inattendus. Mais pour conclure, je veux revenir à Ovide, ce poète qui, il y a 2001, eut l'idée de déplacer la parole dans les camps des femmes. Je précise qu'Ovide, contrairement à d'autres écrivains qui par la suite ont pris le même parti,
c'est-à-dire de placer la parole dans les capes de femmes, Ovide n'avait pas d'intention édifiante et ne voulait pas non plus défendre leur cause. Il s'agissait d'un déplacement sonore et laissant entraîner avec lui les fantasmes du féminin et l'écho d'une différence. Ces femmes ne sont pas admirables, elles sont passionnées et désespérées, mais aussi impudiques, violentes, sanguinaires. Mais toutes s'arrachent les mots de la bouche ou les arrachent à leurs conditions d'abandon, avec l'idée que quid amor iussit non est contemnere tutum. Quoique l'amour ordonne, il n'est pas prudent de le dédaigner. 20 ans après avoir écrit ces lettres au féminin et être devenu un écrivain célèbre, admiré surtout pour les métamorphoses, Ovide fut frappé par l'édit d'Auguste qui les condamna à l'exil à Tôle sur la mer Noire. Il ne s'attendait pas à cette fin, il ne pouvait pas s'y résigner. Pendant des années, jusqu'à sa mort, survenue en 17 après Jésus-Christ, il continua à envoyer des épistoles, des lettres à ses amis, des lettres de revendication, de protestation, des douleurs et surtout d'abandon. Il se trouva ainsi à son tour relictus, abandonné, dans la même condition des héroïnes qu'il avait chantées auparavant, comme si, en ayant empiété dans les territoires des femmes, en ayant pris leur voix, il avait vraiment subi, par les sortilèges de l'écriture, la contagion de la différence et en avait vraiment expérimenté la blessure et le feu. Dont la vocation exclusive est de décrire, sous toutes les formes possibles, ou même impossibles, le rapport sexuel. Ce rapport, il s'agit de l'expérimenter par le rêve ou l'imagination, il s'agit surtout de l'écrire, d'où le caractère fallacieux de la frontière que certains esprits effarouchés voudraient tracer entre érotisme et pornographie. Nul n'ignore pourtant que ce mot, pornographie, appelle l'acte même d'écrire, acte qui se trouve ainsi, par la grâce de ce mot, en relation étroite avec les actes réels ou rêvés du corps sexuel. La littérature érotique comporte aussi sa part de pensée. Et quand je dis pensée, je ne parle pas d'un exercice en marge ou à l'écart de l'échauffement sexuel. La pensée ici est active, participative, excitée, complice. On ne commence pas à penser une fois que le corps et l'esprit ont fini de s'échauffer, mais durant cet échauffement. Le but étant de raffiner, de prolonger le plaisir en le distinguant du pur commerce des organes et donc de l'animalité. Je ne désirais pas de jouir, je désirais savoir, affirme Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Cet aveu est central. Exigeant ce que Sade appellera le regard froid du vrai libertin, il résume les infinies variations du fameux plaisir de tête dont parle également l'auteur de Justine. L'érotisme n'existe que pour être raconté, porté sur le théâtre mental, invisible de la littérature. Le récit érotique appelle un style adéquat, maîtrisé, qui reproduit l'échauffement et mime le désordre jusque dans la ponctuation. Ainsi, vers 1750, dans les tableaux des mœurs du temps, fausse chronique publiée anonymement, l'un des protagonistes masculins, tandis qu'il besogne sa partenaire, s'écrie au comble de l'excitation, ouvrez les guillemets, « Baise-moi mon amour, baise, baise, suce-moi la parole ». Magnifique raccourci pour souligner l'importance d'une parole sexuée devenue elle-même organe. Mais nous verrons un peu plus loin que ce n'est pas le seul organe viril qui est vecteur de cette désirable parole. J'en viens donc à ce que j'appelais au début la crise de l'identité sexuelle. Au XXe siècle, Georges Bataille dramatisera cet état en envisageant sa face d'ombre et de mort. Pour l'heure, nous sommes encore en pleine lumière. Une certaine insouciance reste de mise. Comme dans les tableaux de Fragonard, on s'amuse dans les bosquets, on lutine dans les boudoirs. Un haut degré de civilisation, ou du moins de sociabilité, est atteint.
Mais la terreur n'est pas loin, qui va bientôt crisper le jeu et réduire radicalement le plaisir de tête. Qui est le libertin des Lumières? Pour se rassurer, on distribue les rôles. Les femmes n'ont pas droit au titre de libertin de qualité dont parle Mirabeau. La libertine n'existe pas. Ce titre chez les femmes est tout ce qu'il y a de plus abominable, professe le prince de Ligne, comme s'il se sentait menacé. Ne me confondez pas avec les autres femmes, demande plus subtilement la Merteuil à son partenaire de débauche, le vicomte de Valmont. Les commentateurs ont tenté d'analyser cette différence qui isole et singularise le personnage de la marquise, animé du plus noir désir au sein de son propre sexe. Sa quête perverse se résume-t-elle à ce que les psychanalystes nomment la revendication phallique? L'assimile-t-elle à un homme ou bien élève-t-elle la féminité elle-même à une puissance inédite? Quoi qu'il en soit, il est évident que Merteuil surpasse Valmont par son implacable détermination. Elle renvoie le vicomte à la faiblesse de ses attachements amoureux et met au plus bas, c'est-à-dire à sa place, la propre revendication phallique de son partenaire. Difficile d'identifier ce geste à l'une ou l'autre des polarités sexuelles. Merteuil brise la chimère du monopole indûment accordé à l'homme. Dans l'histoire inventée par Laclos, le libertin, c'est elle bien plus que lui. N'oublions pas que le masculin est aussi l'identifiant d'une autre. On peut encore analyser cette transmutation sur un autre plan. Merteuil porte le libertinage à la puissance du scandale social, alors que Valmont reste en dernière analyse du côté de l'ordre et du conformisme. Dans la galerie des figures convenues, le libertin est souvent philosophe, la femme libertine restant tributaire des instincts attachés à son sexe ou à ses intérêts lorsqu'elle fait commerce de ses charmes. Philosophe à la tête froide, Merteuil, sur ce plan, est bien un libertin. Jean Giraudoux, en 1941, faisait une belle lecture des liaisons dangereuses qui recoupent en partie nos préoccupations. L'originalité et le tragique de l'intrigue, écrit-il, ne résident pas seulement dans le concours que se livrent Madame de Merteuil et Valmont, mais bien plutôt dans leur connivence. La beauté, le sujet et le scandale du livre, poursuit Giraudoux, c'est le couple, le mariage du mari. Le libertinage n'est plus une occupation d'égoïste ou de solitaire. Il n'est pas un don Juan soutenu par un comparse ridicule et tremblant. Il est le couple parfait, couple qu'a scellé sur une ottomane, non l'amour, mais l'accouplement. Giraudoux conclut à sa manière, affirmant que le couple Merteuil-Valmont a échangé ses attributs. La femme se donnant aussitôt, l'homme se complaisant à la résistance. C'est le spectacle de ce superbe assemblage, lâché à la chasse du plaisir, qui est nouveau, de l'égalité de la femme et de l'homme dans l'exercice de leur passion. Retenons le mot d'accouplement. L'assemblage libertin de Merteuil et de Valmont évoque plus cette terrible sociabilité dont parlait Baudelaire à propos du livre que l'harmonie des sexes. La noire utopie que Laclos met en scène est morale, puisqu'elle conduit naturellement au déshonneur et à la mort, puisqu'elle n'a sa fin qu'en elle-même. Dans cette utopie, l'homme et la femme ne sont deux et différents que pour devenir, grâce à la pratique assidue et réfléchie du libertinage, un et semblable. Nous avons la liberté d'entendre ainsi le mot de Giraudoux, accouplement. Là, en rêve, naît un être unique, hybride, qui possède les deux sexes. Cet hermaphrodisme n'est que mental. La possession qui est ici postulée n'est pas organique ou anatomique. Ce qu'on possède au sommet, assurément inaccessible, de l'art libertin, c'est la parfaite connaissance du sexe de l'autre et donc de sa jouissance. Avant d'en venir à l'époque moderne, attardons-nous encore un moment au siècle des Lumières. Si le libertinage n'a pas été inventé au XVIIIe siècle, il a pris là sa coloration particulière. Une intuition audacieuse quant au jeu à la crise de la différence des sexes qui est développée. L'un des usages les plus répandus dans la littérature libertine, écrite majoritairement par des hommes, c'est de mettre en scène une narratrice qui raconte ses expériences, soit à partir d'un instinct déjà débauché, soit qui accède aux agréments du dévergondage en éduquant comme il faut sa nature innocente. L'héroïne de Thérèse Philosophe, publiée en 1748, appartient à cette dernière catégorie. La vertu bafouée est l'un des autres grands topos de cette littérature. Laclos, encore lui, jugeait la Madeleine pénitente plus dangereuse, c'est-à-dire plus excitante, que la Madeleine pécheresse, douée d'une connaissance intime et morose du vice. Dans la philosophie dans le boudoir,
de Sade, Madame de Saint-Ange n'a qu'un but, rendre l'innocente Eugénie, ouvrez les guillemets, aussi scélérate, aussi impie, aussi débauchée que moi. Le vice a aussi sa pédagogie, son apprentissage. Autre topos, plus rare, celui-là. Dans la Nouvelle Justine et dans les 120 journées de Sodome, Sade dépeint des femmes pourvues d'un clitoris monstrueusement développé, dont elles usent exactement comme d'un pénis. Mirabeau, en 1783, imagine Sappho dotée d'un clitoris si beau qu'Horace lui donnait l'épithète de masculin. Tout à l'heure, je citais la confusion entretenue par un auteur entre l'organe viril et celui de la parole. Mais il est une autre source, plus logique assurément, pour émettre cette parole de connaissance. Au début des Bijoux indiscrets, Diderot établit le dispositif qui va commander la suite du récit. Le sultan Mangobul se voit remettre par le génie Cucufa un anneau, ouvrez les guillemets. Toutes les femmes, dit-il, sur lesquelles vous en tournerez le chaton, raconteront leurs intrigues à voix haute, claire et intelligible. Mais n'allez pas croire au moins que c'est par la bouche qu'elles parleront. Et par où donc, ventre saint gris, s'écria Mangobul. Par la partie la plus franche qui soit en elle, et la mieux instruite des choses que vous désirez savoir, dit Cucufa. Nous pressentons que la parole émise par un tel organe contient un savoir inouï, tue ou censuré jusqu'alors, un savoir du sexe, de la jouissance, non pas empirique, mais concret, pratique. Quelques années avant les Bijoux indiscrets, en 1730, Crébillon publiait un conte bref, Le Sylphe. La scène est dans le boudoir où Madame de R, allongée, alanguie, repose sans témoin. Elle vient de prendre congé d'une société qui l'ennuyait. Je cite, « La nuit était chaude, raconte-t-elle, j'étais couchée d'une façon modeste pour quelqu'un qui se croit seul, mais qui ne l'aurait pas été si j'eusse cru avoir des spectateurs. » Elle lit un ouvrage de morale sans trop d'attention, semble-t-il, l'esprit vacant, disponible à toutes les voluptés imaginaires que la solitude permet d'actualiser. Soudain, elle entend au-dessus d'elle une voix prononcée distinctement, quoique à demi-bas et avec un soupir, « Ô Dieu, que d'appât !» D'abord effrayée, puis vite flattée, ne songeant pas à se soustraire au regard de l'admirateur, la jeune femme donne rapidement la réplique à cet esprit flottant au ciel de son lit. Asexuée ou sans sexe, bien définie, cette créature est dotée, et c'est l'essentiel, d'un œil très sensible aux charmes qui lui sont offerts. Le dialogue se fait badinage comme il convient dans l'espace libertin. Et le sylphe, peu à peu, révèle sa vraie nature. Nous sommes, dit-il à Madame de R, des amants un peu dangereux. Nous savons tout ce qui se passe dans le cœur d'une femme. Elle ne saurait former de désir que nous ne satisfassions. Et quand elle pousse un soupir d'amour, que la nature, dans un moment de distraction, se trouve la plus forte, nous la saisissons. Ce qui est intéressant ici, comme dans l'histoire des bijoux de Casse de Diderot, c'est le rêve d'une instance tierce, détentrice d'un savoir secret sur le désir et la jouissance, accessoirement sur le stade préliminaire de la séduction. Un savoir après lequel l'homme comme la femme soupire incessamment. La nouvelle de Crébillon dessine dans la personne du sylphe la figure de cette instance soustraite à la division des sexes. Patrick Waldlasowski note que le sylphe est une figure de discours. Il est la métaphore d'un désir de femme de s'entendre parler à travers l'autre, débusqué en soi-même, et de s'entendre répéter qu'elle est désirable, tout à la fois sujet désirant et objet de son désir. Sans nous y arrêter, enjambons à présent le XIXe siècle, époque riche en polissonneries diverses, mais où la répartition des rôles semble se figer. Ainsi, l'auteur anonyme anglais de My Secret Life, en plein air victorienne, ne se départit jamais, dans les milliers de pages du minuscule récit de sa vie sexuelle, de la position du mâle dominant, simple usager du sexe de l'autre. Dans le monde qu'il habite, les femmes, qu'elles soient du peuple ou de la bonne société, soubrettes ou putains, sont commises à la seule forme de jouissance possible, celle de l'homme, assurée dans son identité. De cette jouissance, elles n'ont elles-mêmes jamais que l'usufruit. Sautons quelques décennies pour arriver à notre deuxième étape, la modernité, et pour retrouver intacte la même question du désirable. Ni les hommes, ni les femmes n'ayant beaucoup progressé vers sa résolution. 1954, publication d'Histoire d'eau sous la signature masquée de Pauline Réage. Il faut attendre plus de 30 ans pour que le vrai nom de l'auteur apparaisse, qui est d'ailleurs lui aussi un pseudonyme, Dominique Horry, éditrice chez Gallimard, auteur notamment d'une anthologie de la poésie religieuse française, compagne de Jean Paulhan.
On pense d'abord que le nom féminin de l'auteur cache un homme, fatalement. Ça ne peut pas être un homme, ça ne peut pas être écrit par une femme, pense Albert Camus. Le nom de Jean Paulhan est évoqué. Il a justement signé la préface intitulée « Le bonheur dans l'esclavage ». Que vous soyez femme, je n'en doute guère, écrit-il en s'adressant à l'auteur. Dûment informé et pour cause de son identité, ce n'est pas une œillade qui lui adresse ainsi. Histoire d'eau est une allégorie. Elle met en scène la métamorphose d'une femme librement soumise à son amant, tourmentée, livrée par lui à d'autres partenaires, en femme souveraine. Profanée, eau garde, ou plutôt gagne sa pureté. Le coup de génie de l'auteur est d'avoir décrit cet exaucement et cette montée à la souveraineté dans l'espace même de la soumission et des tourments librement consentis. Évidemment, le modèle est celui de l'abandon mystique. Dominique Horry a écrit sur Fénelon un texte où se dessinent les prolégomènes d'Histoire d'eau. Aucun amour, écrit-elle dans la préface de son édition de Fénelon, n'est plus cruel que le pur amour. Puis elle résume l'alternative de la doctrine de ce pur amour, si votre enfer était le plaisir de Dieu. Il ne s'agit pas, comme dans Sade, du plaisir de faire souffrir, mais de celui inverse, de se dépouiller de soi, de se livrer, y compris à la souffrance, en vue d'une jouissance supérieure qui n'est pas la sienne, qui est le plaisir de Dieu. Jouissance de dépossession, portée à l'incandescence, non pas d'être éprouvé, mais entièrement renoncé pour être offerte à l'autre, grand autre de Dieu ou petit autre de l'amant, qu'importe. C'est en imaginant, en désirant, en supposant la jouissance de l'autre qu'on gagne ou plutôt qu'on perd connaissance. Ce n'est qu'au prix de tels excès que l'on peut rompre, au moins en rêve, le carcan de la différence sexuelle. En 1969, dans Une fille amoureuse, puis quelques années plus tard dans des entretiens avec Régine Deforge, Pauline Réage, toujours masquée, apporte quelques explications. Pauline Réage, dit le deuxième de ses textes, est le masque à travers lequel passe la parole de la première venue. O n'a pas d'état civil, de nationalité, de visage, à peine une voix très basse, comme une ombre qui murmure dans la nuit. Et dans le premier de ces textes, Dominique Horry, toujours masqué, dit de Pauline Réage « Si je n'ai rien d'elle, elle a tout de moi, et d'abord la voix ». En parallèle à ces propos, il faut relire la préface de Jean Paulhan. Dominique Horry dira précisément ce qu'Histoire d'eau doit à Paulhan. C'est par amour pour lui que ce livre fut écrit jour après jour ou nuit après nuit et proposé à son écoute durant les rendez-vous secrets des deux amants. Paulhan avance d'abord le mot de décence, le paradoxe lui ressemble. Puis il poursuit. On songe à un discours mieux qu'à une simple effusion. Souvenons-nous de la tête froide, plus discoureuse qu'échauffée, ou échauffée parce que discoureuse, du libertin de tout à l'heure. Je reprends la citation. C'est Paulhan qui parle. On songe à une lettre mieux qu'à un journal, mais la lettre est adressée à qui? Mais le discours, qui veut-il convaincre? Et un peu plus loin, O exprime à sa manière un idéal viril. Enfin une femme qui avoue. Qui avoue quoi? Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elle ne cesse pas d'obéir à leur sein, que tout est sexe en elle et jusqu'à l'esprit. Fin de citation. De son côté, René, l'amant de haut, tandis qu'il la livre, lui prodigue cette leçon paradoxale et paulanienne en diable. C'est parce qu'il t'est facile de consentir que je veux de toi ce à quoi il te sera impossible de consentir, même si d'avance tu l'acceptes. À ce stade, l'amant se croit ou se pense le maître. Il ne sait pas qu'il ne l'est déjà plus et que l'amante elle-même est devenue maîtresse. Sa lucidité, comme sa lubricité, sont à même l'heure, s'abat l'assurance d'une joyeuse plaisanterie. Marionnette romanesque, René n'est évidemment pas le porte-parole du désir de l'amant réel de Dominique Horry. D'ailleurs, Jean Paulhan, comme chacun de nous, ne sait rien, ou si peu, sur son propre désir. Ce qu'il découvre en revanche, avec émotion et reconnaissance, avec amour, c'est le désir que son amante lui prête, qu'elle orchestre à son intention. Là encore, il s'agit donc de s'avancer dans le désir de l'autre sexe, c'est-à-dire dans un territoire opaque, semé de pièges, éclairé de fausses lumières. Pour avancer, faut-il connaître le chemin où cette connaissance vient-elle de la marche humaine? Dans le cas d'Histoire d'eau, c'est une femme, Dominique Horry, qui se projette dans le désir de l'homme. Elle progresse sur ce terrain qui n'est pas le sien, pour complaire à cet homme, pour ne pas en rester aux attendus décevants d'une banale liaison. Paulhan, intime de la femme réelle qui écrit ce livre, pour lui, s'adresse à elle au travers de son masque,
C'est comme si, lui dit-il, vous portiez en vous les deux natures, ou que le destinataire de la lettre vous fût à chaque instant si présent, que vous empruntiez son goût et sa voix. Grâce à ce jeu littéraire, il découvre peut-être une femme qu'il ignorait, dont il ne connaissait qu'un visage, une femme audacieuse dans sa volonté d'effacement, qui a voulu rejoindre l'homme qu'elle aimait dans l'air de son propre désir, un désir qu'il ne pouvait exprimer, qu'elle a dû inventer, écrire à sa place. Admirable échange, est-ce cela que veut l'homme, l'amant? Est-ce plus généralement cela que veulent les hommes? Est-ce cela pour eux, l'amour? Pauline Réage, pas plus que Dominique Horry ou Jean Paulhan, ne savent répondre à ces questions. En fait, personne, homme ou femme de chair et d'esprit, ne sait rien là-dessus. Seule cette première venue qui n'a pas de visage, pas d'état civil, pas d'identité sexuelle donc, qui est juste une lettre parfaitement fermée sur elle-même, est investie de ce savoir. Un savoir qui reste donc enfermé, fort clos dans la lettre, illisible, même dans les meilleurs romans. J'en viens à ma troisième et dernière étape, que j'irai un peu plus vite. On pourrait qualifier cette dernière étape de postmoderne. Un seul livre l'incarne, La vie sexuelle de Catherine M, ou comment une femme déplace la problématique de la division des sexes. Tout n'a pas été dit, et l'étude sérieuse, austère de ce livre est encore à faire. Les analyses désobligeantes ou les éloges que l'on a pu lire depuis sa parution en avril 2001 n'ayant pas épuisé la question. Quoi qu'on dise, ce n'est pas un saut qualitatif qui s'opère ici, mais ce n'est pas un saut quantitatif qui s'opère ici, mais un saut qualitatif. La vie sexuelle de Catherine M ne ressemble à rien de connu. Parmi les livres que j'ai cités, ou plus généralement dans cette vaste catégorie de la littérature érotique, rien ne s'en rapproche. Un esprit superficiel pourrait établir un parallèle entre Catherine Millet et l'autobiographe masqué de My Secret Life dont je parlais tout à l'heure. Même tropisme, dira-t-on, en faveur du nombre, même plaisir de l'addition des expériences, même goût insatiable pour la variabilité des figures érotiques. Mais non, cela n'a rien à voir. Aucune symétrie, aucun effet de miroir entre l'homme entreprenant, profitant de sa situation dans une époque et un lieu donné, et Catherine M, qui subvertit en douceur toutes les conventions érotiques, qui invente des lois, redessine les espaces sociaux et intimes, où celle-ci s'applique. La narratrice du livre, si j'ose dire, est une traditionnaliste. Elle ne cherche pas le brouillage des identités. D'ailleurs, à la différence de l'auteur d'Histoire d'eau ou de celui de My Secret Life, Catherine Millet ne s'avance pas masquée. Tout juste établit-elle entre elle-même et la narratrice du livre une distance formelle destinée à souligner le dispositif érotique et opératoire choisi. Agir et se regarder agir, se décrire agissante, sont des actions distinctes. Disponible, activement passive, universellement pénétrable, Catherine M ne calque nullement ses actes sur ceux de l'homme, même lorsqu'il ressemble à ce collectionneur anglais besogneux dont je parlais tout à l'heure. Elle s'offre pour le seul plaisir de s'offrir et non en vue d'une quelconque rémunération monétaire ou symbolique, si ce n'est celle du nom. Elle ne ressemble pas davantage à la Merteuil de Laclos qu'à l'héroïne de Pauline Réage. Aux deux, elle oppose une sorte de réalisme, ou plus exactement d'hyperréalisme, hyperréaliste, halluciné par exemple, cette image qu'elle fixe d'elle-même à un moment, clouée par des bites comme un papillon. Ce que Catherine M nomme son ludisme juvénile lui fait, je la cite encore, élargir l'espace et parcourir le panorama des possibles sans rencontrer de barrières sexuelles. On peut songer ici à Maurice Blanchot parlant à propos de Michel Foucault du passage qui mène par tourment de la sexualité à la simplicité des plaisirs. Il est banal de dire, même si cela est toujours utile, que l'amour et l'érotisme sont dissociables. Catherine M va beaucoup plus loin dans l'inconnu en soutenant qu'avoir des relations sexuelles et éprouver du désir sont presque deux activités séparées, ou cet étrange aveu. Jusqu'à l'âge de 35 ans environ, je n'ai pas envisagé que mon propre plaisir puisse être la finalité d'un rapport sexuel. Je ne l'avais pas compris. Surprenante déclaration. Son activité, c'est, je la cite toujours, de partir à la quête du Graal sexuel. Et plus intéressant pour nous aujourd'hui, de rétablir, ouvrez les guillemets, le continuum qui est le monde sexuel, et de s'y déplacer, ouvrez les guillemets, comme une cellule dans son tissu. Raccordé, je cite encore, à sa communauté de baiseurs, mettant en branle la chaîne ouvrière du plaisir,
Catherine M. aspire à une jouissance à la fois singulière et totalement alignée. Qu'en est-il dans un tel contexte de la différence des sexes? L'homosexualité, qui permet de jouer un court instant ou une vie entière de cette différence, est pratiquement absente du livre. C'est à l'intérieur du cadre d'une identité sexuelle définie, non contestée, que le jeu se tient. Un jeu où il s'agit non pas de revendiquer la fonction, le rôle, les prérogatives de l'autre sexe, mais, ouvrez les guillemets, de se défaire de son corps propre au profit de cet autre, de s'oublier au point de se confondre avec lui. Or, l'autre, tout en s'incarnant, se multiplie au point de devenir presque une abstraction. Le Graal dont parle Catherine Millet n'est plus, dès lors, la jouissance de l'autre, de tel autre, homme ou femme, mais celle des autres, de tous les autres. Je vous remercie. Mais c'est aussi et surtout une confrontation entre elle et sa mère autour de la question de sa nouvelle identité. Dès le début de l'écriture du scénario, j'ai abordé Wildside avec le souci de ne jamais présenter Stéphanie comme une chose curieuse, une sorte de bête de foire telle que Diane Arbus aurait pu photographier. J'ai banalisé cet état, cette nature des choses. Je n'ai pas voulu faire du phallus de Stéphanie un événement dans le film. C'est pour cela que les premières images du générique s'ouvrent sur le corps nu et offert à la caméra de Stéphanie. Par fragments successifs, la caméra procède à une exploration de son corps jusqu'à montrer ses seins comme son pénis. L'héroïne est mise à nu. Le film peut alors dérouler le fil de son histoire et regarder Stéphanie non plus comme un sujet, mais comme une simple personne. Je voulais la voir vivre, laisser s'épanouir ce qu'elle est pleinement. Je trouve qu'il se dégage d'elle un vrai mystère, à la fois une vérité féminine et par bribes cette origine masculine. Je trouve ce mélange troublant, magnifique même. La vraie marginalité est là aujourd'hui, en comparaison avec la situation des homosexuels qui ont maintenant conquis une grande partie de leur reconnaissance sociale. Pour la grande majorité des gens, la transsexualité est encore une chose totalement inconnue et repoussante. L'élaboration du film a été difficile. En 2003, lorsque mon producteur a commencé à rechercher l'argent nécessaire au film, les décideurs ont cru à une plaisanterie. Jamais en France, une transsexuelle n'avait été au cœur d'un film. D'ailleurs, la confusion était totale. Nos contacts s'imaginaient qu'une transsexuelle était vulgairement un travelot en plus abouti. Cela démontrait bien l'absence de réflexion et de discours sur le sujet. Dans un premier temps, nous avons tenté de trouver une vraie transsexuelle pour tenir le rôle principal. Aucune transsexuelle actrice n'étant répertoriée, nous avons cherché à l'aveuglette dans le milieu de la nuit essentiellement. Nous avons rencontré beaucoup de transsexuels et là j'ai découvert un monde plus complexe que j'imaginais. En effet, le corps transsexuel n'est pas unique, bien au contraire, il se démultiplie en une variété infinie de types de femmes. Il y a celles qui affirment une ultra-féminité, jusqu'à revendiquer une part d'artifice et de théâtralité dans des corps très transformés. À l'opposé, d'autres cherchent une sorte d'invisibilité, se fondent le plus possible dans un corps de femme jusqu'à une crédibilité totale. D'autres encore laissent apparaître leur origine masculine sans gêne et composent une étrange allure, etc. Toutes ces déclinaisons de la femme, j'ai voulu qu'elles existent dans le film et je les ai rassemblées dans la scène d'ouverture où Anthony chante dans un café parisien une chanson à une assemblée de femmes transsexuelles très diverses. C'est une scène de communion où je scrute tous les possibles déclinaisons de ce troisième sexe. Je tenais à cette part documentaire dans le film. Mon cinéma a toujours travaillé cette question de l'incarnation où fiction et documentaire se mêlent sans discernement. Pour celles que nous avons contactées dans un premier temps, leur jeu spontanément outré ou surcodifié, confiné à la caricature. La rencontre avec Stéphanie fut donc presque miraculeuse. Sans être comédienne, elle acceptait de se montrer sans phare dans sa réalité, tout en incarnant un personnage de fiction. Personnage avec lequel, en outre, elle partageait étonnamment bien des aspects. C'est même à sa demande que nous avons conservé son prénom dans le film. Elle a su, avec un talent désarmant, transmettre à son rôle la sincérité pour laquelle elle s'était battue dans son aventure personnelle. Pour beaucoup de gens, un changement de sexe relève en quelque sorte d'un dévoiement, d'une trahison de soi. On peine à saisir qu'il s'agit en réalité d'un mouvement de réconciliation intime, parcours de combattants où toutes les armes sont à inventer. Destin fait d'une mise à nu et en même temps d'un habillage nouveau, plus juste, sur mesure. Or, toute l'énergie que Stéphanie avait déployée dans ce sens pendant des années, elle le rendait en vérité et sobriété devant la caméra. Je me souviens d'une association transsexuelle que nous avons contactée en province
et qui tenait un discours d'une grande violence. Elle revendiquait le fait que la transsexualité était une non-réalité, un état transitoire. Pour elle, il n'y avait que deux genres possibles, être un homme ou une femme, le passage entre les deux étant totalement nié, considéré même comme une monstruosité. Or, je trouve au contraire passionnant que beaucoup de transsexuels refusent l'opération d'ablation de leur pénis. Non par peur, elles revendiquent au contraire leur corps de femme centré autour d'un pénis. Dans ce corps singulier, elles considèrent leur transformation comme finie. Je trouve ce possible troisième sexe étonnant, transgressif et dans le fond très moderne. C'est celui-là que j'ai voulu regarder dans Wildside en choisissant Stéphanie. Montrer la magie d'un corps, d'une personnalité à la frontière de plusieurs genres et d'identité, un homme, une femme. Le reste de l'année, il y a des discussions, des échanges. Vous avez terminé votre exposé, monsieur, en spécifiant que l'œuvre de Catherine Millier est un peu à part dans la littérature érotique. Et cela me fait penser que la littérature érotique s'adresse à nous peut-être par divers canaux, éveillant en nous diverses pulsions, diverses sortes d'émotions. Et j'aimerais vous poser la question, quelle est la différence qui peut résider entre l'œuvre de Sade, l'œuvre de Bataille et Héloïse et Abélard? Héloïse et Abélard. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question, parce qu'on a mal entendu, excusez-nous. Quelles sont les spécificités, les différences qui peuvent exister entre l'œuvre de Sade, l'œuvre de Bataille et Héloïse et Abélard, du point de vue érotique? Merci. Vous voulez 5 minutes pour réfléchir ou... Pourquoi je m'insistais sur les questions? Je cherche une astuce pour me tirer de ce faux pas, ou de ce mauvais pas où vous m'avez mis. Écoutez, c'est curieux, ces trois choses, quand même, trois domaines, trois espaces très très différents. Héloïse et Abélard, c'est pas une œuvre littéraire à proprement parler, c'est une correspondance, c'est une histoire qui s'est déroulée au Moyen-Âge entre un... Voilà, donc après il en reste un texte. Je vous avoue que je n'en suis pas du tout le spécialiste. Quant à l'œuvre de Sade et à l'œuvre de Bataille, évidemment Bataille est un lecteur de Sade, donc il a de l'œuvre de Sade, il a tiré beaucoup de réflexions, de conclusions peut-être. Mais ce qui me semble essentiel d'affirmer, pour ne pas rentrer dans un cours de littérature comparée qui serait pas, qui n'est pas vraiment l'objet de notre forum, ce qui me semble important de constater, c'est que toutes ces œuvres sont des œuvres différentes, sont à chaque fois des domaines de sensibilité, de pensée, et même l'œuvre de Sade et celle de Bataille, finalement, même si l'une a inspiré l'autre, n'ont rien à voir, enfin, sont des domaines de pensée et de sensibilité totalement différents. Quant à Héloïse et Abélard, en plus, il y a un décalage énorme de temps, donc un anachronisme qui nous pousserait à lire, enfin, il y aurait un anachronisme à tirer vers des conclusions contemporaines un texte qui remonte quand même à une époque où toutes les données étaient différentes de celles qui sont les nôtres aujourd'hui, ou qui sont les nôtres depuis, disons, le XVIIIe siècle. Je ne sais pas si je... Si. Vraiment là, chapeau. Est-ce que... C'est votre question? Ah, merci, voilà. Bien, il y a une différence constatée par l'ambassadeur suisse. T'as vu? Théodore Winkler, c'est que les violences et les discriminations contre les femmes, ont fait plus de morts au XXe siècle que toutes les guerres réunies du XXe siècle, justement. Les femmes sont violées, excisées, mariées de force, etc., etc. Alors, je voulais justement poser la question aussi bien à M. Quechouan que Mme Razi. C'est la différence que vous faites entre la pornographie, qui est pour moi l'expression, et pour moi non seulement pour moi, mais pour de nombreuses féministes qui étudient les sujets
des violences contre les femmes depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est l'expression d'un barbarisme destructeur terroriste d'un individu contre un autre et qui utilise la violence et la destruction de l'autre, alors que l'érotisme est une recherche civilisée, disons, d'une sensualité réciproque et qui amène à un humanisme et à un épanouissement de l'un et de l'autre, ou des unes et des autres. C'est comme on... Voilà, je pose la question donc, quelle est la différence pour vous entre pornographie et érotisme? Puisque les deux mots existent, c'est qu'il doit y avoir une différence, selon les hommes et selon les femmes. En tout cas, selon vous, un homme et une femme de la littérature. Merci. Merci. Si vous voulez, il y a deux manières d'aborder les choses. La pornographie, enfin, dans un discours comment dire, qui est inscrit sur des rails, c'est ce qui est mal. Et l'érotisme, par rapport à ces rails, c'est ce qui est bien. Je pense, c'est un peu le sens de l'introduction de mon petit exposé, je pense que c'est une pensée un tout petit peu courte. Je pense que l'érotisme n'est pas le bien et la pornographie n'est pas le mal. C'est très compliqué de rentrer. Le terme même de pornographie porte une péjoration grave, à mon sens un petit peu injuste. Je n'ai pas... c'est très compliqué à juger. Je ne suis pas sûr que l'érotisme défende, comme il me semble que vous l'avez dit, que ce qui caractériserait l'érotisme, c'est de défendre des valeurs humanistes. Je pense que les valeurs humanistes ont besoin d'être défendues, mais il ne faut demander ni à l'érotisme ni à la pornographie de les défendre. Leur propos est différent. Défendons les valeurs humanistes, mais par ailleurs, considérons l'érotisme et la pornographie comme des sujets d'études sérieux. Et où est la différence alors? Parce que c'est ça la question. Alors la différence, c'est que... Où est-ce que vous mettez là, puisqu'on s'interroge dans ce forum sur les frontières, le brouillage des frontières. Ouais, est-ce que je ne mets pas de différence. Je souhaiterais que les frontières entre ces deux notions soient... De toute façon, quand on se penche sur les œuvres, enfin, là je parle que pour la littérature, pour ce que je connais un tout petit peu, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire la différence. Est-ce que d'employer certains mots nous plongerait dans la pornographie, alors que d'employer certaines périphrases nous maintiendrait dans l'érotisme? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr du tout. Est-ce que le Marquis de Sade, c'est de la pornographie? Sans doute, c'est plus de la pornographie que de l'érotisme. Est-ce que la clause, ce n'est que de l'érotisme parce qu'il n'y a pas dans la clause des termes explicites, des termes sexuels explicites? Est-ce que pour cela, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus pornographique que Choderlos de la Clos, mais c'est pornographique dans la pensée. Donc, vous voyez, vraiment, il est urgent, me semble, si on veut sérieusement envisager cette question, il est urgent de ne pas faire de frontières étanches entre les deux domaines. Je ne maîtrise pas, bien sûr. Non, j'ai l'impression que, disons, c'est difficile, moi aussi je pense que c'est difficile de faire une distinction dans les champs de la littérature ou de l'art érotique entre érotisme et pornographie. Je trouve que c'est assez compliqué. Je trouve qu'on pourrait, au contraire, par revanche, étendre la notion de pornographie à des autres choses. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une terrible pornographie aujourd'hui des sentiments. C'est-à-dire, on affiche des sentiments édifiants, je ne sais pas, dans les fictions de la télé, même dans les faits divers, dans les journaux, on disons, met à côté des crimes efférés avec des visions du monde édifiantes qui concernent tous les mécanismes pour défendre sa santé plutôt que l'écologie, plutôt que
l'amour pour les animaux. On dit des choses où les conflits n'existent pas. Alors, ça pour moi, c'est un peu de la pornographie sociale. Et alors, pourquoi je dis... Alors, comment j'arrive à dire ça? Mais il y a dans mon usage du mot pornographique, qui est un usage très commun, et donc qui s'extend de la pornographie au sens propre du sexe, on dit mais ça c'est pornographique quand quelqu'un dit quelque chose de faux, de terriblement faux, non? Et alors, dans mon usage un peu, disons, métaphorique de la pornographie, je trouve qu'il y a pornographie quand il n'y a pas de narration. C'est-à-dire quand on prend à la lettre tout ce qu'on dit, toutes les choses dont on parle. Si on ne comprend pas qu'il y a des fantasmes, des fantômes, des métaphores qui sont liées au langage, au discours humain, alors on fait de la pornographie. C'est un peu, disons, c'est un peu un tour, un détour, mais ça c'est mon idée de la pornographie. Sébastien Lifshitz, voilà, parce que quand même la distinction pornographie, érotisme au cinéma, c'est une vaste question aussi. Alors comment est-ce que vous voyez les choses? Étrangement, par exemple, si on prend un film d'Oshima qui s'appelle L'Empire des Sens, dans le film d'Oshima, il y a véritablement des plans pornographiques, donc des actes non simulés, filmés. Et quand on regarde ce film, moi je n'ai jamais le sentiment d'une indécence, c'est-à-dire que je comprends l'importance de ces plans, ils sont presque à l'origine du film. Le film a besoin de cette incarnation, de ce désir fou, jusque dans la mort, jusque dans la jouissance. Il faut qu'elle soit palpable à l'écran. Et je comprends qu'Oshima ait eu besoin de demander à ses acteurs de ne pas simuler donc, ces actes. Et pourtant, donc, ce sont véritablement donc, des plans pornographiques. Donc, ce que disait Patrick, là où je le rejoins, c'est que souvent la pornographie est forcément liée à l'idée du dévoiement, d'une chose vulgaire, d'une chose impropre, alors qu'elle peut parfois être utilisée comme une chose belle, puissante, absolue, et que le film d'Oshima peut même montrer. Enfin, montre. Et que ce qui est pour moi aussi au cœur de la question de la pornographie, c'est qu'est-ce qui motive un plan pornographique, en fait. Si on est face, par exemple, à l'idée d'une mécanique, que finalement les corps, tout d'un coup, procèdent à des pénétrations, donc à des actes non simulés, et que ces actes ne sont pas compréhensibles par la vie intérieure des personnages qui sont en jeu, très vite, donc on peut parler de plan pornographique. Et quand bien même ces actes seraient mécaniques, je trouve qu'il serait même intéressant, finalement, de parler même de rapports complètement mécaniques. Par exemple, je pense à des films de Haneke, par exemple, où à un moment, je pense que c'est dans La Pianiste, où en fait Isabelle Huppert a une sexualité extrêmement trouble. Il y a des plans qui ne sont pas pornographiques à proprement parler, mais elle a une sorte de fascination pour des lieux où la pornographie peut se jouer. Et on sent qu'elle a un rapport comme ça froid, presque détaché de tout affect par rapport donc à ses orgasmes, et je trouve ça très intéressant. Et la même manière de montrer des corps qui sont dans des rapports sexuels purement mécaniques n'est pas nécessairement une chose négative. Voilà. Donc c'est compliqué l'usage de la pornographie au cinéma. Oui, d'autant qu'il y a parallèlement une industrie très délimitée, mais une industrie du cinéma pornographique qui lui, ne souhaite pas sortir du cadre dans